Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite, tant au niveau personnel que professionnel pour cette nouvelle année 2025. Pour commencer cette nouvelle année, j'aimerais vous proposer l'interview Culture, Santé, Sécurité de Vincent Disserbo. Vincent a plus de 30 années d'expérience dans de très grands groupes industriels à haut niveau de danger. Il est passionné de la santé et de la sécurité depuis son bac. Il excelle dans son rôle d'influenceur afin d'accompagner les personnes et les organisations dans des transformations bénéfiques. Dans cette interview, Vincent va vous partager comment donner du sens à la démarche santé et sécurité, comment développer sa capacité d'influenceur avec l'image de la course de rallye, les clés essentielles pour engager les personnes, les principales caractéristiques du leader santé et sécurité, les deux notions indispensables pour un état d'esprit santé et sécurité favorable. Et enfin, il abordera la notion d'intelligence collective. Je vous laisse découvrir l'interview de Vincent Disserbo. Alors, bonjour Vincent. Vincent, on se connaît depuis longtemps. On s'est croisés dans une grande entreprise, un fleuron français familial, il y a 10 ans. Mais est-ce que tu pourrais te présenter à notre communauté, à la communauté de culture, santé, sécurité? Qui es-tu? Avec plaisir. Donc, bonjour David, effectivement. Toi et moi, nous nous connaissons très bien. Et il y a sans doute beaucoup de gens que nous connaissons ensemble de façon parfaite. Alors, en ce qui me concerne, j'ai 57 ans, presque 58, en quelques jours. Et je viens de faire plus de 30 années d'expérience dans le domaine HSE. J'ai toujours finalement œuvré dans le domaine HSE à différents niveaux, dans de grandes entreprises, comme on dit habituellement. Donc, pendant 26 années pour le groupe Péchinet, pendant quelques temps ensuite pour le groupe Rocket, donc cette fameuse grande entreprise familiale à laquelle nous sommes attachés tous les deux. Et puis ensuite, chez KNDS France, qui s'est appelé jusqu'à récemment Nexter. Et je démarre début décembre, donc c'est tout frais, en fait, une nouvelle expérience chez Saint-Gobain, dans la partie de PAM canalisation, dans un métier qui est extraordinaire parce que on voit qu'il y a encore des conduites de PAM au château de Versailles, donc c'est de la qualité, comme on peut dire. Voilà. D'accord, excellent. Écoute, merci beaucoup pour la présentation et puis déjà de ton parcours professionnel impressionnant et puis félicitations pour ta nouvelle prise de poste. Alors, quelles sont les études qui t'ont mené? Tu m'as dit, ça fait 30 ans d'expérience en HSE, j'ai toujours fait ça. Quelles sont la formation, le parcours académique que tu as suivi qui t'a amené sur ce parcours professionnel? Eh bien, pour être franc, j'ai un DUT en hygiène et sécurité que j'ai terminé en 1989, un DUT que j'ai eu le plaisir de passer en Bretagne, à Lorient, dans la filière donc sécurité du travail de l'époque. Je n'ai pas été extrêmement brillant, soyons francs, dans ces études. Je crois que j'ai réussi à démontrer mes capacités plus sur le terrain ensuite, et par ma confrontation aux différents environnements et aux différentes situations que dans ce contexte académique. Bon, j'avais des questions personnelles à traiter à l'époque. Voilà, restons-en là-dessus. En 90, donc après avoir terminé ce DUT, donc j'ai intégré le groupe Péchinet. Et j'y suis donc resté pendant 26 années, avec beaucoup de mutations, beaucoup de changements de poste. Dans la transformation de l'aluminium pendant très longtemps, donc avec des fonderies, des laminoirs, des outils lourds, des chariots élévateurs, enfin des problématiques industrielles complexes qui ont fait mon expérience, ma culture et d'une certaine manière mon savoir-faire. Encore aujourd'hui, je fais référence à ce que j'ai appris au tout début de ma carrière au contact de gens passionnants et passionnés dans un environnement qui depuis a beaucoup bougé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a orienté sur ce sujet de la santé et de la sécurité? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce DUT en Bretagne, à Lorient? Toi qui, il me semble, est de l'Est en plus. Raté. Je suis stéphanoise.
il faut dire qu'à l'issue du bac, donc j'ai un bac C, j'ai un bac de mathématiques physiques, je cherchais à rentrer dans l'industrie et je cherchais à trouver une fonction qui me mettait en contact avec les hommes, d'une part, le management, tous les niveaux d'organisation, et qui me permettait finalement de bien comprendre l'entreprise de l'intérieur, en pouvant conserver une espèce de distance par rapport à la finalité même de l'entreprise, c'est-à-dire la production finale que celle-ci pouvait avoir. Donc j'étais et je reste extrêmement passionné en fait par les relations du travail. Et j'ai trouvé que D'accord. cette formation-là, il y avait à l'époque 5 IUT en France, j'avais fait les 5 dossiers, histoire d'être sûr de pouvoir y pénétrer. D'accord, d'accord, d'accord. Alors c'est rare qu'on choisit ce métier-là à l'origine, et donc toi c'était vraiment le contact avec les hommes, l'aspect managérial, et puis pouvoir discuter avec tous les niveaux de l'organisation qui t'a orienté vers ça, mais plus particulièrement les hommes. C'est ça, hein? Exactement. Et dès ma Et première c'est ce qui continue à te expérience, motiver aujourd'hui? C'est quoi qui te toujours motive aujourd'hui? la même chose en fait. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'être le conseiller, l'aide, celui qui va accompagner les autres dans un changement qui leur est bénéfique. Et quand j'entends les autres, eh bien finalement, ce sont tous les acteurs de l'entreprise, quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut, qu'ils soient là de façon ponctuelle ou de façon permanente, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Et ma carrière m'a donné vraiment l'opportunité d'avoir toutes ces dimensions. Euh, voilà. Et je suis très heureux d'avoir rencontré un nombre incalculable de gens sur des terrains différents, avec toujours cette même idée, en fait, qu'ensemble, on est bien plus fort que quand on est tout seul. Voilà. Super. Alors, tu nous as parlé justement d'accompagner tous les acteurs de l'organisation dans un changement bénéfique. Alors, moi, je parle pas de changement, je parle de transformation. Est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs une expérience de transformation de culture, santé et sécurité que tu as réussi dans les différentes, dans une des entreprises où tu as pu travailler? Alors, nous décrire un petit peu quel était le contexte initial, hein, la situation initiale, les défis qu'il fallait que tu relèves, les différentes étapes pour lesquelles tu as procédé à cette transformation, et puis les enseignements que tu as tirés finalement de cette transformation réussie. Alors, je mettrais quand même des guillemets dans le mot réussi, parce qu'une transformation, finalement, je crois qu'on peut la comprendre comme complètement réussie quand plusieurs générations après l'avoir menée, elle est toujours en place. Donc, ce dont nous allons parler maintenant sont plutôt des transformations qui sont en cours, mais dans lesquelles des choses visibles sont apparentes après et avant le début de ma collaboration. Donc, l'expérience que je vais prendre, qui est pour moi vraiment la plus significative, parce que finalement, c'est celle dans laquelle j'ai eu toutes les cartes en main, c'est la dernière expérience, avant celle-ci, chez Nexter. C'est une expérience de transformation culturelle dans un contexte industriel particulier. Donc, on est dans l'industrie de la défense, enfin et avec une industrie qui finalement sortait d'une période de léthargie, puisqu'il n'y avait plus eu de grands programmes de production d'armement terrestre en France depuis un certain nombre d'années. Il y avait eu des réductions évidemment de l'empreinte industrielle de cette compagnie. Et lorsque je les ai rejoints donc en 2019, ils venaient de lancer un programme de rééquipement à destination du client français, donc de l'armée de terre française, le programme Scorpion. Et il fallait tout refaire en fait, c'est-à-dire remonter les équipes, pour reconstruire des lignes de production, redéfinir des produits dans des technologies qui n'étaient pas connues précédemment, parce qu'on est vraiment dans des technologies à haute intelligence, avec des matériels qui doivent être très communicants, en relation avec un client qui évidemment était pressé, et qu'il est toujours, afin d'avoir les matériels en temps et en heure, et puis dans un contexte managérial consistant à accompagner tous ces changements,
et notamment le dernier, qui est globalement d'avoir fait rentrer plus de 50% de la population opérationnelle en 5 ans à l'intérieur de l'organisation. Voilà le contexte. Donc, c'est un contexte extrêmement challengeant, avec des métiers qui ne sont pas très faciles, hein, puisque dans ce groupe-là, il y a à la fois la production de véhicules ou de solutions pour la défense, mais il y a également la production de munitions. Et donc là, on est sur un contexte particulièrement à risque, avec une industrie qui est, je dois l'avouer, je l'ai découvert, très mature, bien organisée, à la fois dans sa conception et dans sa gestion. Ce qui est rassurant quand même pour ceux qui ne sont pas des acteurs directs de cette industrie. Donc, voilà les données d'entrée en fait. Et puis, la dernière donnée d'entrée que je rajouterais, c'est que comme cette industrie avait fait l'objet d'une mise en sommeil, la culture qui avait pu exister était elle aussi en sommeil quelque part. Et donc, je pense que une des réussites de cette expérience en ce qui me concerne, c'est d'avoir été capable d'obtenir un rattachement de la culture de prévention à l'efficacité opérationnelle. Pour ne donner qu'un exemple, quand je suis parti, un des derniers sondages qui a été fait auprès de tous les employés a demandé quelle était la valeur commune au sein de l'entreprise, et la valeur commune qui est arrivée et qui a un petit peu surpris un certain nombre de mes collègues de la direction, c'était la sécurité, ce qui n'était pas avant. Et c'est en cela que je crois qu'on peut dire qu'il y a une transformation qui est en passe de réussir. Je ne sais pas ce qu'elle deviendra, parce que ça dépend à la fois des gens, des organisations, évidemment. Mais là, en l'occurrence, il y avait un avant et un après. D'accord. Bah, félicitations pour cette transformation. Alors, comment tu as procédé pour obtenir un tel niveau de résultat? Comment j'ai procédé? Alors, j'ai procédé comme toi et moi, nous savons le faire, c'est-à-dire que je pense que notre rôle, c'est un rôle qui aujourd'hui est très connu dans les médias, qui est celui des influenceurs. Donc, j'ai joué pleinement le rôle d'un influenceur, un influenceur de tous les niveaux de l'organisation, évidemment du comité de direction, en premier lieu, de façon à faire comprendre que conduire cette transformation culturelle allait supporter et aider les opérations et donc à contribuer de façon favorable au développement de cette industrie. Et puis ensuite, évidemment, les structures d'accompagnement, donc que ce soit les directeurs d'établissement, les équipes de management local, les fonctions de prévention. Et puis enfin, la dernière, je crois, famille qui était importante d'embarquer à bord, c'était les partenaires sociaux et donc tous les employés par la même. Voilà. D'accord. Alors, pour que les personnes qui vont nous écouter comprennent bien, Nexter, c'est combien de personnes, combien de sites industriels en France ou à l'étranger? Alors, pour l'effectif, je dirais que dans la partie qui s'appelle donc KNDS France aujourd'hui, c'est à peu près 4000 personnes. D'accord. Principalement établies en France sur une dizaine de sites, plus une base en Belgique et une base en Italie. D'accord. Donc tu vois, en plus, on l'entend dans le question des challenges de la transformation de la culture santé-sécurité, il y avait aussi une question de déséquilibre des langues. Beaucoup de francophones et peu de gens qui ne l'étaient pas du tout. Et donc, c'était aussi un des challenges que les faire travailler tous ensemble. D'accord. Alors comment tu t'y es pris pour les faire travailler tous ensemble? Good question. Alors, je crois que je vais dire que j'ai d'abord essayé de rappeler qu'une culture de santé-sécurité, ça se fonde, de mon point de vue en tous les cas, sur une orientation du plus haut niveau de la prévention vis-à-vis des risques critiques. C'est-à-dire en rappelant qu'on fait tout cela parce que ce que l'on ne veut pas avoir, ce sont des choses qui sont particulièrement dramatiques. J'ai moi-même, dans ma carrière, été acteur d'un accident mortel, donc je l'ai expliqué, je l'ai présenté à chacun, j'ai dit dans quelles circonstances j'avais été partie prenante de cette chaîne d'événements. Je n'ai pas de responsabilité sur le plan légal, c'est pas le sujet, c'était plutôt une responsabilité morale que j'ai assumée. Et donc je m'en suis servi en fait comme
argument pour convaincre les uns et les autres que ce que je cherchais à leur apporter, c'était le bénéfice de ne pas connaître la même situation. Et c'est que D'accord. toute notre action allait être fondée là-dessus. Voilà. Le deuxième événement qui m'a aidé à faire bouger de façon collective cette culture, c'est que j'ai cherché à être au plus près du terrain avec les équipes. Très tôt, avec des réunions importantes, avec une population significative sur le site de Rouen, par exemple, où j'ai quasiment vu 1000 personnes quelques mois après mon arrivée, alors même qu'on était en train d'implémenter un programme de règles d'or pour donner du sens à ces règles d'or. Et donc, je dirais que finalement, ce qui aide à faire une transformation culturelle, c'est notre capacité à donner du sens aux choses. On ne fait pas de la santé et de la sécurité sur les principes si on ne les possède pas soi-même ou si on n'arrive pas à faire comprendre aux gens que ce sont des règles de vie en fait que l'on va partager ensemble. Des vraies règles de vie et non pas des règles administratives ou des règles définies par des professionnels pour des gens qui vont tout le temps dire que ce sont des gens qui ne savent pas travailler qui les proposent. Ok. Alors justement, c'est très intéressant. Comment tu t'y prends pour donner du sens? Quelles sont les clés que tu utilises pour pouvoir donner du sens à ces règles d'or là que tu étais en train d'implémenter, hein? Donc j'ai bien compris que tu avais choisi de t'attaquer aux risques les plus critiques et que tu t'étais servi pour fédérer d'une expérience personnelle sur un accident mortel. Pour leur expliquer que c'était la chose que tu voulais pas qu'il se passe. Mais comment tu as donné du sens à ce projet-là? Comment tu t'y es pris? Hum. Donc, en regardant un peu dans le rétroviseur, je dirais que l'action que nous avons menée, donc avec les équipes de prévention, s'est appuyée sur beaucoup de rétextes, en fait, sur le rétexte qui existait en place. Euh, et nous avons essayé, et nous sommes, je crois, parvenus à définir des façons de travailler en sécurité qui se basaient sur des situations concrètes, et non pas théoriques ou imaginaires ou possibles. Nous avons par exemple, et je m'en suis moi beaucoup servi en termes d'introduction au programme, beaucoup travaillé sur les protections contre la chute. Parce que je suis arrivé, dans cette industrie, on fait des véhicules qui sont très, très hauts maintenant. Il y a des vrais risques de chute. Et il y avait peu de dispositifs de protection autour des véhicules lors de leur assemblage. Et c'est une des premières choses que j'ai dit. Nous allons devoir être concrets parce qu'on a défini une règle sur le travail en hauteur, il faut être protégé. Mais là, en l'occurrence, quand on est sur les véhicules, on ne l'est pas. Et donc, ça, c'est un message qui s'adressait au management, évidemment. Si l'on veut que cette règle d'or soit appliquée, il faut qu'on change nos façons d'organiser les lignes de production et qu'on mette en place des dispositifs qui soient adéquats. Donc, joindre le geste à la parole et être crédible. Et en fait, que je crois que c'est la raison du succès, en fait, c'est quand on fait ce que l'on a dit qu'on voulait faire et non pas autre chose. Et pas Ok. simplement les choses les plus faciles. Donc si je résume, hein, et tu me dis s'il faut compléter, pour donner du sens, tu t'es beaucoup appuyé sur les rétextes et tu as regardé les façons de travailler basées sur du concret. Et l'idée, c'est d'être crédible, d'être aligné entre les gestes et ses paroles. C'est ça? Et Exactement. ça te permet de donner du sens. Ça permet de donner du sens. Il y a une autre façon de donner du sens que j'ai découvert à cette occasion qui consiste à aller voir ce que les autres pensent de nous. Et je me suis appuyé sur les commentaires que j'avais entendus pour les équipes qui faisaient du soutien aux clients, qui m'avaient rapporté que la hiérarchie militaire avait une haute opinion de l'entreprise parce que les dispositions de prévention, les façons de travailler et donc la culture sécurité qui étaient mises en œuvre au sein des régiments, sur les entités managées par un externe, aidaient la hiérarchie militaire à faire bouger les comportements du côté du client, en fait. D'accord.
Et donc, ça devenait un argument positif que de faire de la prévention. C'était non seulement un argument pour soi-même, mais c'était aussi une image de marque. Et en faisant cela, ça renforçait d'autant plus l'envie des gens d'en faire. Alors, je ne dis pas évidemment que c'est vrai partout, mais quand on le peut, je crois que ça aide à renforcer cette notion à laquelle moi je suis très attaché. J'ai abandonné l'idée que security first ou safety first. Je crois que c'est travail first. En fait, dans le travail, il y a la sécurité. On ne peut pas travailler sans sécurité. Ce ne sont pas des choses différentes, en fait. Le travail comporte naturellement un besoin de sécurité et un besoin de prendre soin de soi et de soin des autres, en fait, pour être mené à bien. On ne peut pas le faire sans ça. Alors, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais revenir. Merci beaucoup pour ce partage, Vincent, très riche sur comment donner du sens. Tu m'as dit au tout début, quand tu m'as partagé cette expérience, tu m'as dit j'ai joué mon rôle d'influenceur à tous les niveaux. Alors, c'est quoi pour toi un influenceur dans une organisation aussi complexe que tu nous l'as décrit, donc avec 4000 personnes, avec 10 sites, avec du multiculturel, comment on s'y prend pour jouer son rôle d'influenceur? C'est quoi les éléments clés selon toi? Bon, alors pour te répondre, David, je vais prendre une image qui est assez proche du rôle de ce que j'entends par la vision de l'influenceur. Ce sont mes collègues québécois qui m'ont appris ça dans les années 2000. Donc, ils ont rejoint le groupe Péchinet pour lequel je travaillais à l'époque. Ils sont arrivés en disant, imaginons-nous que nous soyons dans une course de rallye et dans la voiture, il y a un pilote et il y a un navigateur. Et nous, les préventeurs, nous ne sommes rien d'autre que des navigateurs. Alors, en fonction des positions dans ma carrière, j'ai été navigateur, j'ai été chef navigateur, j'ai été chef de navigateur, et au final, je suis toujours un navigateur. Et donc, être un influenceur, c'est être un navigateur, c'est-à-dire être capable de dire aux gens et donc au management que on a conscience que ce qui pèse sur eux, c'est une responsabilité, c'est leur responsabilité, et que notre boulot, ça consiste à les aider à l'assumer. Donc, souvent en étant d'accord, souvent en les accompagnant, mais comme dans un rallye, au besoin, si le conducteur est défaillant, en pouvant prendre le volant de façon temporaire, jusqu'à ce qu'on reprenne une trajectoire qui soit sûre. Donc c'est ce que j'entends par être un influenceur, en fait. C'est pouvoir parler à chacun dans ses mots, tous les niveaux de l'organisation, et je crois que ça porte sur beaucoup d'interventions en off. Il n'y a pas être un influenceur, c'est pas forcément être tout le temps visible, ça n'est pas chercher à être visible. Par contre, le moment venu, quand on voit qu'il faut faire passer un message que les autres ont du mal à assumer et qui est compliqué, alors c'est être capable de monter sur la scène et de parler pour porter le message. D'accord, excellent. J'adore comment l'image que tu as utilisée là la course de rallye avec le pilote et le navigateur. Effectivement, je trouve que c'est une belle image pour expliquer le rôle d'influenceur. Alors pour terminer sur cette expérience réussie de transformation, quelles ont été selon toi les conditions de succès ou qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait pu ne pas fonctionner? Donc qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Alors, la raison principale du succès tient à la confiance établie entre le comité de direction et moi-même en tant que directeur de l'organisation, et donc la confiance dans les propositions posées sur la table comme étant génératrices de progrès. Si cette confiance n'avait pas existé ou avait été perdue ou oubliée, alors le succès devenait nul. Je me rappelle que lorsque je suis arrivé au comité directeur, je me suis présenté, donc la plupart des gens, je ne les connaissais pas, à part mon patron direct. Je leur ai dit, vous savez, moi, finalement, je n'aurai pas de succès si vous n'avez pas de succès. Donc, je suis payé pour que vous ayez du succès. Alors, j'espère que vous allez me faire confiance. Ils ont rigolé, moi aussi. Mais c'est vrai, en fait, sur le fond. Un influenceur n'a pas de succès en lui-même. Voilà. Un navigateur n'a pas de succès en lui-même. C'est bien les bonnes décisions du pilote en collaboration avec lui qui font qu'au final, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. On s'en sable ou on s'en sable pas.
Excellent, excellent. Alors, c'est bien que tu m'expliques la confiance, justement. Alors, donc là, tu as eu une manière de présenter la confiance. Est-ce qu'il y a, selon toi, d'autres clés pour établir cette confiance et surtout la faire durer dans le temps? Parce que là, tu as eu un premier contact avec ce comité de direction où tu as précisé brièvement ta mission et tu leur as demandé de te faire confiance. Mais comment, finalement, tu as réussi à maintenir cette confiance dans le temps? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement toutes les clés de réponse à cette question. Je dirais que la crédibilité, c'est-à-dire mener les actions en gardant l'idée principale que j'ai défendue précédemment, qui est on fait de la prévention en commençant par s'occuper des choses les plus importantes, les risques les plus critiques, au détriment des autres questions qui doivent être traitées par des niveaux d'organisation qui ne sont pas ceux de direction générale. Alors on facilite la vie de la direction générale, des managers de chaque niveau, puisqu'en fait, ils n'ont plus qu'à prendre en main ce qui relève de leur champ de responsabilité, si on est capable de faire en sorte que, à chaque niveau de l'organisation, chacun assume ce qui lui revient. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que je peux dire. La crédibilité, hein, c'est ça, c'est le mot que j'entends, que tu as utilisé aussi pour donner du sens. Hein, tu as dit pour donner du sens, il faut garder la crédibilité, c'est-à-dire avoir le geste relié à la parole, donc être en accord avec ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, et peut-être même ce qu'on ressent. Hein, c'est un petit peu tout ça, la crédibilité. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage de cette première expérience réussie. Alors maintenant, est-ce que dans toute ta carrière, 30 ans de carrière, c'est pas rien, est-ce que il y a eu aussi une expérience de transformation de culture qui n'a pas réussi? Et pareil, est-ce que tu pourrais redécrire un petit peu le contexte initial, les défis que tu avais à relever, les étapes clés de la transformation et les facteurs de non-réussite et les apprentissages que tu as pu en tirer? Il y a de multiples choses qui n'ont pas été réussies dans ma carrière, pour être très franc, David. Et je crois que c'est vrai dans la carrière de plein de gens. Comment on se construit au fur et à mesure des années. Bon, il y a plein de choses qui hélas, me laissent satisfait. L'exemple que je vais prendre est un exemple un peu particulier. C'est un petit exemple dans le cadre de la mise en place d'une culture commune. Je suis arrivé sur un site à un moment donné où il y avait une transformation qui avait été décidée, dont je n'étais pas tout à fait à l'origine, mais qui consistait à vouloir mettre en place sur un site, il y avait une longue histoire, le port d'une protection individuelle, comme en l'occurrence un casque sur l'ensemble du site vis-à-vis des risques liés lourds comme on avait sur les sites et qui est généralement admise. Et là, en l'occurrence, il y avait une opposition très violente, très forte entre, d'une part, les salariés, d'autre part, les partenaires sociaux et troisièmement, la direction sur de l'opportunité ou pas de faire cette opération-là. L'échec que j'ai ressenti, c'est qu'au moment où j'ai pris cette fonction, au moins, je connaissais tous les acteurs, presque tous les acteurs, et j'ai essayé de les voir en amont en leur disant qu'il me semblait que ce n'était pas le bon moment de faire ça. C'est-à-dire, parce qu'il s'est passé un conflit, en fait, pardon, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu un conflit avec un blocage du site pour cette question. Et ce conflit a été levé par la suite, grâce à la discussion entre à la fois les partenaires sociaux et la direction. Mais on est passé par une phase de conflit. Et donc, dans cette question-là, mon insatisfaction a été de ne pas bloquer un dispositif qui mettait en cause l'idée de sécurité, en fait. C'est-à-dire qu'avoir un conflit pour la sécurité pour ce sujet-là me semblait être de mauvaise aloi pour la construction d'une culture commune. Et effectivement, il a été par la suite difficile de travailler ensemble pendant plusieurs mois. Je parle de travailler ensemble, c'est-à-dire direction partenaires sociaux, équipe de prévention, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver une idée commune. Et je me souviens que cette idée commune, finalement, il a fallu introduire un prétexte générateur, en l'occurrence une non-conformité dans le cadre d'un audit de certification, pour remettre les gens autour d'une table pour se dire, voilà, l'auditeur observe que nous avons un problème entre nous, à nous de le résoudre. Et bon, on a eu un peu de difficulté au départ. On s'est demandé si tous les participants reviendraient autour de la table pour ça.
Ils sont venus, on est sorti par le haut de cette opération. Donc l'échelle qu'il est là pour moi, en fait, c'est-à-dire d'avoir su, mais pas réussi à être suffisamment influent pour bloquer une dynamique qui était déjà enclenchée et qui allait inévitablement à ce blocage défavorable à l'idée même de la sécurité. D'accord. Et c'était quoi ton ressenti? Qu'est-ce qui te permettait de ressentir que ça allait bloquer et que ça pouvait aller jusqu'au conflit, donc au moment, à un stade quand même assez critique de tension? C'était quoi les signaux aujourd'hui, si tu les redétectais, tu te dirais, bah là, non, je vais agir d'une manière différente? Je ne sais pas si je pourrais agir de manière différente, parce qu'en l'occurrence, les signaux, ils étaient tellement évidents. L'idée même d'arriver à un conflit entre les parties était tellement ancrée que je crois qu'il était difficile d'obtenir une décision différente. La temporalité n'était pas tout à fait adéquate pour le faire. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question objectivement parlant, en fait. Il était très, comment dire, obvious en anglais, il était très visible hein, de ce qui allait se passer. C'était clair. Et pour moi, il n'y avait pas de doute. Les différents acteurs voulaient aller à l'épreuve de force, en fait, et l'exprimaient. Donc, à partir du moment où on exprime qu'il va se passer quelque chose, il est assez normal d'obtenir ce que l'on a décidé qu'on allait mettre en œuvre ensemble. Alors, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que moi, j'aurais pu l'éviter? Humblement, à cette époque-là, je venais vraiment d'arriver sur le site, donc mon rôle d'influenceur était quasi nul. Mon niveau d'influence était quasiment nul, à part dans les relations interpersonnelles avec un certain nombre de gens que je connaissais bien, qui étaient des collègues, des amis. Pour le reste, sur le plan de l'organisation, mon niveau était trop faible. Donc, voilà, D'accord, donc c'était évident, il n'y avait pas de signaux avant-coureurs. Finalement, les parties avaient décidé d'aller au conflit et de faire un rapport de force. Donc toi, tu subissais un petit peu les choses. Oui, surtout que effet du hasard, enfin, effet historique, j'avais mené une opération similaire sur un autre site quelques mois auparavant, avec une conclusion tout à fait différente, avec laquelle finalement la transformation souhaitée, qui était d'ancrer dans la protection, dans le niveau des individus, le fait de porter un casque comme étant un élément déterminant. Alors, je ne cherche pas à discuter du bien fondé ou du mal fondé de cette question. Hein. Évidemment, le pays n'est pas le sujet début et fin d'une politique de sécurité, mais des fois, ça peut contribuer à amener les gens à bouger dans une culture, et donc ça, c'est un élément. Donc, je possédais les clés qui me permettaient d'identifier rapidement que là, on allait vraiment au conflit et que il était vraiment, je regarde l'idée comme étant inévitable, en fait. D'accord. Et, voilà. Et d'ailleurs, il a eu lieu, et c'est une confirmation de ce que j'avais détecté avant, que je n'étais pas le seul. D'accord. Ok. Et c'était vraiment quelque chose que là, par exemple, avec le recul, toi, en regardant maintenant avec tes 30 années d'expérience, est-ce que alors tu m'as dit que tu pouvais pas changer le contexte, mais si maintenant, avec ton expérience que tu as acquis, comment tu t'y reprendrais différemment pour aller jusqu'au conflit, ou est-ce que tu penses que le conflit finalement a été souhaitable par la suite et vous a remis sur des rails positifs? Non, je crois que je ne vais pas aller plus loin, David, en fait, sur cette question. C'est un échec collectif. Quand il y a un conflit, c'est forcément un échec collectif. Et est-ce que 20 ans après, je peux dire que moi, en tant qu'acteur, à moi seul, je pouvais changer l'effet de ce conflit-là? Non, ce serait présomptueux de ma part de dire que mon niveau d'influence, je le redis, ou quelque action que ce soit aurait été différente, puisqu'il s'agissait d'un enjeu qui finalement dépassait les personnes, était un enjeu entre organisations. Donc là, non, je crois que l'issue est... Alors, par contre, ce que j'en tire quand même comme leçon plus à froid, c'est que finalement, tout ceci a quand même permis de forcer un dialogue entre les parties. Puisque j'ai expliqué que par la suite, ces mêmes parties se sont retrouvées dans une salle pour discuter d'une nouvelle politique ou d'une nouvelle façon de travailler. Et qu'aujourd'hui encore, je suis certain qu'elles travaillent différemment.
Ok, donc ça, c'est les bénéfices un petit peu cachés, c'est que ça a finalement remis les personnes autour de la table à un moment donné, ça a repermis de recréer du dialogue. Oui. Merci beaucoup pour ce partage, hein, parce que c'est pas évident, mais des fois on rencontre, hein, dans notre expérience des choses qui nous dépassent, qui sont au-dessus de nos capacités à pouvoir agir. Et c'est important aussi de comprendre que il y a des fois on ne peut pas agir et de ne pas forcément se culpabiliser ou se dévaloriser ou dire que c'est de sa faute parce que des fois, contrairement à ce qu'on peut penser, on maîtrise pas tout et il y a des puissances, il y a une dynamique dans le groupe qui peut s'opérer dans les interactions sociales qui nous dépassent et pour laquelle on peut pas agir, même si c'est une thématique sur la santé et la sécurité. Donc merci beaucoup pour ce partage, Vincent, parce que je pense que ça en fera réfléchir certains sur des fois, on arrive dans des organisations et il y a des choses qui nous échappent, des relations, des contextes particuliers et là, on peut être impuissant malgré toute son expérience, toute son expertise à pouvoir agir. Donc, merci pour cette expérience. Alors, selon toi, quels sont les outils ou les techniques qui seraient indispensables pour quand même réussir une transformation de culture santé-sécurité dans une organisation? Alors, je crois que je vais démarrer par un outil qui est très simple, en fait. C'est une politique claire. Voilà. C'est une décision partagée d'une politique et donc d'une vision claire. Depuis le D'accord. haut de l'organisation, jusqu'évidemment au plus bas niveau, c'est-à-dire enfin, le plus proche du sol. Le bas n'étant pas péjoratif, évidemment, dans mon expression, parce que chacun a son champ de responsabilité à son niveau et il faut qu'il l'assume. Et voilà. D'accord. Donc, politique et vision claire avec une décision partagée du haut vers le bas. Exactement. Ça, pour toi, c'est Ensuite, les... Ouais, c'est bah, c'est le point clé, en fait. Sans ce point-là, tout le reste, en fait, que l'on connaît, toi et moi, c'est-à-dire un système cohérent en place de management de la prévention qui produise du résultat positif pour les individus, qui associe les individus à ce résultat, qui les met en valeur. Il s'agit évidemment d'avoir une culture qui engage les gens, non pas qui les rebute, parce que nous savons que dans les années 80 peut-être, ou encore avant, la culture de sécurité était souvent opposée à celle de production, et que c'était des questions de rivalité, et on contraignait les gens à faire de la sécurité plutôt que à s'engager. Et nous savons aujourd'hui, évidemment, que dans un monde moderne, avec des gens modernes, des jeunes qui sont passionnés par des tas de choses, il faut les passionner, et il faut qu'ils restent passionnés si on veut obtenir que cette culture se stabilise, en fait, et qu'elle soit partagée. Et, alors comment est-ce qu'on engage les gens? Comment est-ce qu'on les maintient motivés voilà, comment on les engage, ces personnes passionnées, jeunes ou moins jeunes? Comment quelles sont les clés que tu utilises, toi? alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord, je m'appuie sur une communication positive. Enfin, j'essaie de m'appuyer sur une communication positive. Pas Alors, qu'est-ce toujours que tu entends évident. par communication positive? C'est-à-dire noter, faire apparaître les succès que les collaborateurs, les sous-traitants, les collaborateurs avec les sous-traitants obtiennent dans leurs actions de prévention, en fait. Démontrer du bénéfice de conduire régulièrement et de façon cohérente une politique de prévention. Valoriser le fait, moi j'aime beaucoup, même s'il y en a qui ont peur de ça parce que le lendemain ils peuvent avoir un accident, le fait qu'un site ait fait un an sans accident a toujours été pour moi un grand moment. Je trouve ça, c'est pas le grand mouvement de l'équipe de prévention, c'est pas du gars qui vient de Paris et qui va remettre une plaque, un prix ou je ne sais quoi. Non, c'est le grand moment de l'équipe en interne qui peut-être même sans le savoir, un peu comme M. Jourdain a fait de la prose, a réussi à faire sa performance et va s'y accrocher en fait.
Je me souviens d'un site qui a été vraiment plusieurs années et j'avais plaisir à revenir chaque année à leur remettre le même bravo en disant je reviens l'année prochaine. Et puis un jour je vais venir, ce sera pour 10 ans. Bon, voilà. J'espère qu'ils y arriveront. C'est une petite équipe, c'est une petite unité, ce sont des risques peut-être particuliers, mais peu importe, c'est une performance collective. Donc je crois que ça repose là-dessus. Bon, une des deuxièmes clés pour moi, c'est qu'il y a un lien étroit à établir entre la politique de prévention et de manière générale la dimension ressources humaines au sein de l'entreprise. Des gens bons en matière de sécurité doivent être mis en valeur dans leur évolution professionnelle. Ça crédibilise le système, en fait. J'ai encore eu des discussions sur ce sujet dans les derniers jours, là où j'ai dit, comprenez bien que normalement, quand quelqu'un va avoir une promotion, un des éléments constitutifs du fait qu'on va lui donner accès à cette promotion, à cette reconnaissance, c'est qu'on a confiance à lui en matière de sécurité, surtout si c'est un manager. On a confiance en sa capacité à faire travailler son équipe. Si entre deux candidats équivalents, il y en a un pour lequel on a un doute sur sa capacité à obtenir que ses collègues participent à la politique que l'on conduit, aux objectifs que l'on veut atteindre, et un autre pour lequel on n'a aucun doute, le choix doit être fait évidemment, même si la qualité professionnelle différente, c'est-à-dire que celui qui n'aurait pas cet attrait à la politique de prévention serait un peu meilleur que l'autre, il faut privilégier celui qui a la politique de prévention dans le corps. Excellent. Excellent. Voilà. Et comment ça a pris là dans l'entreprise où tu es et que tu as évoqué ce sujet de l'évolution professionnelle en lien avec la performance ou l'état d'esprit sécurité de la personne qui va évoluer? Ben, ce sont des cas d'espèce souvent, c'est-à-dire que on en entend parler dans les discussions sur les entretiens qui ont lieu, les entretiens individuels annuels, par exemple, où ce sujet doit être abordé, et sur le fait qu'on voit des gens prendre des positions dans l'organisation pour lesquelles on se dit c'est normal qu'ils prennent cette position parce qu'il a cette force en matière de sécurité qui est une constituante essentielle pour le travail. Pas la constituante du travail, c'est essentiel pour le travail. Et puis, il m'est arrivé dans d'autres cas d'observer qu'il y avait des gens qui s'étaient présentés à une promotion qui ne l'avait pas eu et à qui on a su l'expliquer. Parce que le plus difficile, c'est de savoir expliquer aux gens, en fait. Il ne faut pas les rendre mécontents du sujet en disant ben voilà, vous faites de la discrimination négative. Non, on fait de la discrimination positive, puisqu'on a pour objectif de faire en sorte de valoriser des gens qui s'impliquent au détriment de ceux qui ne s'impliquent pas et qui n'ont pas compris la dimension managériale qui importe en matière de sécurité. Voilà. Donc, comment on s'en aperçoit? On s'en aperçoit des fois parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui sourit, puis le lendemain, alors, qui sourit pas très bien, mais qui le lendemain ne sourit plus en vous croisant. Parce que voilà, c'est ça le rôle, ou l'importance que peut avoir cette question dans le management, et moi je l'assume complètement. Je souhaite être aux côtés de celui qui prend la décision et qui est capable de la communiquer, parce que vraiment le plus important, c'est de la communiquer dans le bon sens. On n'a pas bloqué quelqu'un, on a privilégié quelqu'un qui avait une caractéristique supplémentaire, qui était meilleure. Et c'est aussi une caractéristique différenciante. Et puis surtout, on peut aussi avoir défini un plan d'amélioration pour que la personne puisse accéder à cette promotion d'ici quelques années, à condition qu'elle travaille les points qui lui restent à travailler, j'imagine. Parce qu'on n'est pas dans la sanction. On est bien dans là, il y avait un choix à faire, on a fait un choix. L'année prochaine, dans la même configuration, tu te représentes en ayant évolué, on pourra faire un choix tout à fait différent, rien ne te bloque. Ça dépend de toi, c'est l'engagement. Et voilà, donc je crois que ça, c'est important. C'est mettre en cohérence les politiques de ressources humaines avec cette question de dire la sécurité fait partie des choses où la culture de santé-sécurité est quelque chose de fondamental chez nous. Ouais. Je pense que c'est important. Je pense que c'est très très important le point que tu mentionnes et peut-être des fois sous-estimé. On a tendance dans les organisations à faire évoluer des personnes qui sont bons techniquement,
mais pas forcément qui savent manager les personnes ou même avoir l'état d'esprit approprié en matière de santé et de sécurité. Et donc, qui sont capables de produire et de performer en production, mais pas en sécurité. Donc, elles produisent, oui, comme c'est prévu, mais avec plus de blessés qu'à d'autres endroits. Et donc, est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut valoriser dans les organisations du futur? Je pense que c'est de... Merci beaucoup pour les points, hein, pour la manière dont tu as d'engager les personnes. Donc, si je résume, communication positive et la politique à la fois de prévention en lien avec la politique de ressources humaines et notamment dans les évolutions professionnelles. Il y a d'autres points sur l'engagement ou les deux étaient tes idées? Bien, l'engagement, je dirais que la dernière chose qui, à mon avis, importe pour soutenir et entretenir l'engagement, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans un concert pour les musiciens, il faut un retour son. Il faut un retour son en matière de sécurité et de prévention, en fait. Quand on a mis en place des choses, il faut communiquer dessus. Si on a mis un investissement pour la sécurité, il faut communiquer dessus, parce que c'est une décision volontaire qui démontre de la cohérence de notre approche. Nous voulons traiter les risques prioritaires, donc on a fait des choses qui sont bénéfiques, qui sont favorables, qui vont contribuer à une amélioration. Voilà. Je reviendrai quand même que pour ne pas non plus être trop dans une vision angélique des choses, évidemment, à certains moments, on est bien obligé de ramener certains de nos collègues, collaborateurs, sous-traitants à la réalité en les arrêtant, en les stoppant, jusqu'à la sanction pour des actes qui les mettent trop en danger, ou qui les mettent en danger, ou qui mettent les autres en danger, ou qui ne prennent pas suffisamment compte de cette question-là. C'est pas que la valorisation des questions positives qui doit être abordée. C'est de l'autre manière également, le fait de pouvoir être capable de dire à quelqu'un, c'est pas comme ça qu'on travaille chez nous. Ok, excellent. Donc, deux autres éléments complémentaires hein, pour engager les personnes. Le retour son. Alors, j'aime bien cette notion-là de retour son hein, pour mettre en évidence toutes les actions, tous les investissements qui peuvent être faits. Et puis aussi, j'aime bien aussi ta notion de ramener à la réalité, c'est-à-dire arrêter ou stopper ou voire même sanctionner une personne qui, à un moment donné, serait trop déviante. Et pour revenir sur ce sujet, sur le dernier, là, sur ramener à la réalité, comment toi tu procèdes généralement dans tes organisations comment, ouais, explique-nous comment tu procèdes. Je procède comme je crois beaucoup font, c'est-à-dire que d'abord, comme je l'ai dit, je commence par mettre de l'insistance et faire en sorte que la ligne managériale s'approprie ce concept de il faut reconnaître les choses qui vont bien pour les ancrer en fait. Nous avons je pense que quand on regarde statistiquement parlant dans une population, 90% de la population est une population qui n'a qu'un seul objectif et qu'une seule façon de procéder qui consiste à vouloir travailler en sécurité. Et on a peut-être quelques pourcents, je ne sais pas combien précis, qui sont en dehors de cette question-là. Donc la première des choses, c'est qu'il faut mettre à l'aise les 90%. Et ensuite, pour les 10 qui restent, il faut être proportionné. Donc, une des façons de procéder que j'ai appris de façon plus claire avec un de mes anciens collègues de Péchinet, avec lesquels j'ai eu l'occasion de retravailler quand nous étions chez Roquette, il est important d'avoir une vision très claire de la hiérarchie des sanctions, de ne pas aller trop fort quand ça n'est pas nécessité, tenir compte du fait que l'erreur est humaine, et qu'une erreur, ça ne se sanctionne pas, c'est pas le sujet. Ce qu'il est, c'est une faute, c'est-à-dire la volonté délibérée de faire quelque chose de contraire à une question de sécurité. Ça doit être sanctionné, parce que là, c'est une mise en danger. Et enfin, dernièrement, une bonne façon de faire cela, c'est que les gambas, les présences sur le terrain, la présence au quotidien, de l'ensemble de la ligne managériale, si elle est cohérente, intervenant quand on observe quelque chose qui n'est pas sûr, pour le faire revenir dans un état de sécurité qui est suffisant, alors ça crédibilise l'ensemble du dispositif. Il n'y a rien de pire, évidemment, que quand les gens te voient passer dans un atelier, ne pas réagir à une situation qui est évidente. Il y a des fois où tu ne réagis pas parce que la situation n'est pas évidente pour toi. Peut-être pour eux, mais toi, comme tu ne connais pas bien le... Donc, bon. Mais quand elle est évidente pour tout le monde et que tout le monde passe devant et ne réagit pas, alors
la question de dire je voudrais avoir une culture de sécurité, de santé-sécurité commune, l'utilisateur final peut se poser la question de savoir si ce sont des paroles ou si c'est la réalité. Donc, être sur le terrain proactif au contact des gens, c'est une nécessité dans ce domaine. Ok. Et c'est pas toujours facile de reconnaître. À condition effectivement d'avoir des outils, notamment de faire la différence entre une erreur humaine, une faute, bien sûr. Et de pouvoir d'éviter d'avoir des œillères, et quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas correct, de pouvoir avoir le courage d'aller échanger, discuter et le ramener à la réalité. J'aime bien cette terminologie. Écoute, merci beaucoup, hein, c'est vraiment très riche là tout ce que tu nous as appris pour engager les personnes. Hein, si je résume, la communication positive, le lien entre la politique de prévention et la politique RH, notamment sur les évolutions professionnelles, le retour sans, si je reprends bien tes termes, hein, c'est excellent, et ramener à la réalité aussi les personnes en étant capable de valoriser les 90% qui font bien, et d'être sur le terrain proactif au contact des personnes, et de faire la distinction entre erreurs humaines et les fautes, et de pouvoir avoir le courage d'intervenir. Ok, écoute, excellent, merci beaucoup pour tout ce partage de connaissances. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tout à l'heure, tu m'as dit, je suis content d'aller sur des sites et puis de célébrer les 1 an sans accident. Qu'est-ce que tu penses de la vision du zéro accident, ses avantages, ses contraintes, ou qu'est-ce que tu penses de l'objectif zéro accident et puis ses avantages et ses contraintes? Alors, actuellement, je vais dire, sur la base de l'expérience que j'ai construite, et qui m'anime, je suis à l'aise de penser que c'est une vision. C'est-à-dire que un collectif peut se dire je vais aller dans cette direction-là. Et en fonction de son état de maturité, de sa stabilité, il fera de cette vision une réalité, ou il fera de il s'approchera de cette vision. Donc, le terme dit objectif zéro accident, zéro blessure, zéro pollution, zéro, triple zéro, pour moi, peut finalement être contre-productif. Je me souviens d'avoir dit à un moment donné dans un comité de direction, on veut le zéro accident. Messieurs, je vais être obligé de vous dire qu'on va jamais y arriver parce que dans cette maison, personne ne sait tenir la rampe. Moi, désolé. Si ceci n'est pas un fait, que ce n'est pas facile à faire ensemble, je ne vois pas comment on peut garantir qu'on n'aura donc pas d'accident. On se connaît le nombre de gens qui tombent dans les escaliers de façon plus ou moins sérieuse d'ailleurs. Toi et moi, nous savons qu'on peut même mourir dans un escalier. Moi, j'ai 2 expériences comme ça dans ma vie, des gens qui sont décédés. Et j'ai été particulièrement évidemment choqué par les circonstances, parce que c'est une simple chute, entre guillemets, dans l'escalier. Donc, je préfère dire qu'effectivement, c'est une vision, c'est-à-dire, c'est un peu comme la boussole, quoi. Ce serait le nord de ma boussole. On va y arriver, on va par là. Et si moi, je n'y arrive pas, si ma génération n'y arrive pas, peut-être que la génération d'après y arrivera peut-être mieux. Et elle y arrivera peut-être mieux parce que l'intelligence artificielle, parce que les technologies, parce que les hommes, parce qu'on auront pris de la maturité, parce que les organisations se seront robustifiées, parce que des choses qui étaient inadmissibles en notre temps, admissibles en notre temps, seront inadmissibles plus tard, et voilà. Donc, voilà ce que je pense de ça. Je ne sais pas si tu partages tout au parti cette position. Et je garde bien, moi, le terme de vision plutôt que d'objectif. Je ne me sens pas assez fort pour dire que c'est un objectif pour lequel j'ai les moyens en ma main, tout à ma disposition pour l'atteindre. Mais c'est bien le nord de ma boussole. Ça, c'est clair, par contre. Super. Merci beaucoup pour nous expliquer ta vision sur justement la vision du zéro accident. Hein. Alors, j'aimerais qu'on aborde une autre thématique. On a parlé de transformation de culture, et je voudrais maintenant qu'on parle de leadership et de leader santé-sécurité. Comment est-ce que tu définis un leader en santé et sécurité dans une organisation? Alors, je vais d'abord pour moi, c'est très simple. Comment voit-on un leader en santé et sécurité dans une organisation? C'est par le retour son.
finalement. C'est-à-dire qu'un leader en santé et sécurité, ce n'est pas lui qui se dit leader, ce sont les autres qui disent qu'il est leader. Premier élément. Et les autres, y compris d'ailleurs ceux qui ne l'aiment pas bien ou avec lesquels il a quelques difficultés, qui sont obligés de reconnaître qu'il contribue à quelque chose. Bon, ça c'est comment on voit qui est le leader et qui ne l'est pas. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait le leader? Je crois que ce qui fait le leader, c'est la cohérence, maintenant. C'est la crédibilité, la cohérence et l'action. C'est quelqu'un qui est en action, que l'on voit en action, qui se sent responsable de ses actions, c'est-à-dire que quand ça marche pas, il sait le dire. Là, je me suis planté. Ça arrive. On peut tous se planter. Je crois que voilà, hein, toi, moi, on sait par expérience que des fois, il y a des choses qui marchent, il y a des fois. D'ailleurs, des fois, il y a des solutions qui marchent dans certains environnements, certaines organisations, et qui le lendemain, quand on passera dans un autre environnement, une autre organisation, va avoir un effet tout à fait contraire. Surprenant. On se dit, ça a bien marché, là, je vais encore essayer le coup, je vais faire le copier-coller. Non, le copier-coller, ça marche dans Word, ça marche dans les logiciels, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc, le vrai leader, c'est ça, c'est celui qui est capable de rappeler en permanence que, justement, il a une vision qui est sa préoccupation de lui-même et des autres en matière de santé et sécurité, comme étant une préoccupation naturellement incluse dans sa façon de travailler et de concevoir le travail, le sien et celui des autres. C'est un leader. C'est celui qui est capable d'arrêter une production à un moment donné parce que les conditions ne sont pas remplies, ou une opération de maintenance, ou une opération de sous-traitance, parce que les conditions ne sont pas remplies pour la mener à bien sans blesser quelqu'un, ou plus pire. Ça, c'est un leader, santé et sécurité. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'affirmer des principes de sécurité ou des obligations en matière de sécurité, même si un ensemble, finalement, ne l'admet pas ou est contre. Voilà. Moi, je me souviens, il m'est arrivé dans ma carrière, pendant 1 an et demi sur un site, de porter tout seul un casque. Parce que la culture n'était pas de porter le casque. Et alors les gens me disaient, Vincent, pourquoi tu portes le casque? Je dis, parce que je le portais avant d'arriver ici, donc je ne vais pas l'enlever, et que je surveille des chantiers, par définition. Donc ça, il faut bien que je me mette en sécurité. Je n'ai pas besoin qu'une consigne me l'impose. C'est la sécurité, donc j'ai compris à quoi ça sert. Et puis en souriant, je racontais aussi que je savais que la mode allait changer et que je n'aimais pas être en retard sur les modes. Ça, c'était un peu pour provoquer la réaction en face de nous. T'es un peu provocateur, c'est ça? Quand on veut obtenir une réaction de quelqu'un, c'est-à-dire le faire sortir de son champ de confort, je crois que des fois, il faut user un petit peu de la provocation, évidemment, positive, à nouveau. On n'est pas là pour... c'est une technique d'influence, finalement. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'influenceur, là on parle du leader. Alors, le leader, c'est aussi quelqu'un qui s'est influencé, mais là tu étais plus en train de nous décrire finalement du courage. Arrêter une production, avoir une vision, être responsable de ses actions, être crédible, être en cohérence. D'autres caractéristiques que tu vois pour le leader? Je vais te donner un exemple. C'est prendre une décision qui... en matière de santé et sécurité, ne s'impose pas de soi. C'est arrivé une fois, je rends hommage à ce directeur de l'époque avec lequel j'ai travaillé, une de ses premières décisions, alors qu'il voulait mettre en place une politique de sécurité, a été de faire refaire les vestiaires et les sanitaires. C'est sa première décision industrielle. Il n'y avait aucun gain derrière, il n'avait rien à y gagner. Sur le plan... Par contre, il a dit aux partenaires, et moi je me souviens très bien, et je reconnais complètement que ça, c'était... La position d'un leader, je vous dois un minimum, nous devons un minimum de respect. Vous ne pouvez pas travailler avec des toilettes et des sanitaires qui ne sont pas en état. Donc, ça va un peu nous coûter d'argent, soit, très bien. Par la dynamique qu'on aura derrière, on aura sans doute des résultats qui seront positifs. Et il les a eus, et il les a obtenus. Et moi, je considère que c'était un leader. Alors, tu considères que c'était un leader par le fait qu'il ait eu le courage de s'attaquer à une problématique qui n'était pas directement liée à la sécurité, ou par le fait que finalement il avait une notion du respect de la personne au-delà de ce que les autres pourraient avoir? Je pense que c'était un leader parce qu'il a pris une position sur le plan, parce que le site n'avait pas beaucoup de budget à cette époque, donc économique, qu'il fallait qu'il tienne vis-à-vis de ses patrons.
il n'allait rien lui rapporter sur le compte de résultat de l'établissement à la fin. Donc, il a tenu le fait qu'il avait une vision et que cette vision faisait qu'à certains moments, il allait prendre des décisions qu'il allait assumer, qu'on assume. Donc, être un leader, c'est souvent assumer finalement les décisions qui peuvent apparaître pour certains impopulaires ou compliquées à prendre, ou difficiles à tenir. Et je reconnais que tout le monde ne peut pas être leader. Hein, tu vois, on disait tout à l'heure intervenir sur le terrain. Moi, j'ai rencontré dans ma carrière beaucoup de gens qui ont été managers de terrain. C'est pas, alors qu'avant ils étaient opérateurs. C'est pas facile de devenir manager de terrain quand tu étais opérateur parce que tu as fait partie de ceux qui avaient des difficultés et là, tout d'un coup, tu as fait partie de ceux qui vont les empêcher de faire ce qu'ils faisaient précédemment. Et bon, voilà. Après, c'est à nous, le reste de la hiérarchie, de les accompagner, de les guider, de les supporter pour leur rendre cette transition, parce que ça nécessite une transition de leur part qui est importante pour arriver à ce statut de leader. Parce que là, naturellement, quand ils quittent leur position, ils ne sont pas forcément des leaders de sécurité dans ce contexte-là. Alors justement, comment tu aides des personnes qui initialement sont des opérateurs et vont avoir un rôle un peu plus managérial ou un peu plus de leadership, donc d'influence, de rayonnement sur les personnes, d'être capable de prendre, d'assumer des décisions, de prendre des décisions, d'être responsable de ses actions, de définir une vision, d'avoir du courage pour intervenir. Comment tu les développes? Est-ce que tu as déjà mis en place des programmes de développement du leadership chez les personnes? Et en quoi il consistait ce programme? Alors, pour répondre, je vais te dire qu'on revient à nouveau à la dimension ressources humaines. En fait, c'est clairement là, ça ne peut être qu'un travail mené avec les équipes des ressources humaines. Il faut que ce soit un travail mené avec les équipes des ressources humaines, c'est-à-dire que s'il y a un programme de prise en fonction des managers, il faut qu'ils l'intègrent on va dire, si tout cela est conduit sur un fil d'excellence opérationnelle, qu'on y trouve dedans la dimension santé-sécurité au même niveau que les autres dimensions structurantes de l'activité managériale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ensuite, nous savons, toi et moi, par expérience, qu'on fait souvent des audits de sécurité sur le terrain, c'est-à-dire on va observer. Il faut le faire avec ces managers-là, pour les aider à prendre du recul, pour les aider à dire on est OK, hein. C'est pas facile, la situation d'avant n'était pas aisée, la situation de demain n'allait pas mieux, mais c'est normal d'intervenir à ce stade-là. Maintenant, tu es manager. Et puis enfin, le troisième élément qui accompagne cela, c'est que je n'ai jamais été à l'origine, hein, j'ai toujours été membre d'équipes qui mettent en place des programmes de formation au leadership en matière d'HSE. Voilà. Donc j'ai travaillé avec des collègues d'autres cultures, d'autres pays, qui m'ont beaucoup apporté en la matière, parce que dans ces formations au leadership, quand on arrive à mettre à la fois dans la même salle des gens qui sont des confirmés, des débutants, des opérationnels comme des fonctionnels, des gens qui viennent d'horizons différents, et qu'on les fait ensemble en une, deux, X journées, travailler à comment manager la prévention et quel est l'intérêt qu'ils vont y avoir, alors on les fait grandir et on accompagne donc ceux qui ont le plus à avancer par rapport à ceux qui sont déjà très avancés. Voilà. Et ça, ces programmes de formation en leadership, je suis intimement convaincu qu'on en a besoin spécifiquement en matière de HSE ou de santé-sécurité, c'est une notion de conscience santé-sécurité. Pardon. Super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent. Alors, je voudrais qu'on aborde un troisième aspect qui me tient à cœur, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit chez une personne, à ton avis, quel est l'état d'esprit d'une personne, l'état d'esprit favorable d'une personne qui est capable de construire une culture santé et sécurité ou de poser des actions au quotidien quand il est exposé à des dangers qui lui permettent de rentrer chez lui sans blessure. Quel est, à ton avis, l'état d'esprit de ces personnes, les principales caractéristiques? Comment répondre à cette question? Je crois que l'état d'esprit doit être orienté sur et peut-être que d'autres diront des choses différentes, hein, mais le sentiment que on doit se protéger soi-même, parce qu'il y a des gens qui nous attendent à la maison,
ou ailleurs, et que ces gens-là, ils sont tout aussi importants que la situation dans laquelle on est présent à ce moment-là, et qu'il faut protéger les autres. Et protéger les autres, ça veut dire aller au besoin, si besoin, jusqu'à les protéger contre eux-mêmes. D'où l'intervention, l'obligation d'intervenir. D'accord. Donc deux dimensions là que je vois. Hein. Donc une dimension tournée vers soi, hein, se protéger vers soi en se donnant un pourquoi. Il y a des personnes qui nous attendent en dehors du travail. Et un état d'esprit où il faut se dire, il faut que je sois capable aussi de protéger les autres et d'intervenir si nécessaire, si un collègue prend un risque. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Et dans la première partie, nous savons par expérience, hein, toi, moi, d'autres, que les gens qui n'ont pas une forte estime d'eux-mêmes ou qui n'ont pas d'intérêt à leur propre existence ne feront pas attention à cette question-là. Alors, il faut les accompagner. C'est là où le collectif est là pour les aider, en fait. On n'est pas tous forts tous les jours, on n'a pas tous une santé terrible, on peut avoir des problèmes extérieurs qui impactent nos prises de position et de décision. Mais il y a donc c'est la vigilance individuelle et collective au service de l'individu et du collectif. Moi, j'ai coutume de dire, et toi, je pense que on le sait tous les deux, hein, une bonne politique de prévention, il suffit d'une seule personne qui n'y adhère pas pour qu'elle échoue. Puisqu'il suffit d'un seul accident pour tout remettre en cause. Même des choses qui marchent bien, parce que tout d'un coup, tout le monde se dit ah, comment on n'a-t-on pas vu cela venir? On n'a pas vu cela venir parce qu'effectivement, on travaillait à autre chose. C'est pas. Donc, faut travailler sur ces deux notions. Renforcer l'individu sur la prise en compte et de sa propre sauvegarde, et évidemment, lui dire que tu fais partie d'un collectif qui est là pour faire un peu filet de sécurité quand même, pour t'aider. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Excellent. Donc, l'état d'esprit, hein, c'est d'avoir la volonté de se protéger soi-même et la volonté de se protéger les autres. Donc ça, c'est deux dimensions de l'état d'esprit qui sont favorables. Comment toi tu fais pour diffuser et partager cet état d'esprit dans les organisations où tu travailles? Comment tu t'y prends? Je ne sais pas te répondre, David, comment je m'y prends. J'essaie d'être cohérent. J'essaie d'avoir le rôle d'influenceur dont on a parlé tout à l'heure, là, et j'essaie d'être à l'écoute. Je dis bien j'essaie parce que il me revient en mémoire les moments où je ne le suis pas, où je n'y parviens pas, hein, comme tous. Il y en a des limites. Donc, on revient sur nos fondamentaux quand même, qui sont avoir une vision commune et partagée, communiquer, répéter, rafraîchir régulièrement, qui valorise les comportements positifs, c'est-à-dire les succès avant les échecs, qui ne se bat pas la coulpe sur les échecs, mais qui en tire des leçons pour reconstruire de l'avenir, et qui engage les gens à être toujours les premiers à l'arrivée de la course, en ayant suivi les conseils du navigateur au milieu du désert. Excellent, excellent, super. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu pourrais nous partager le plus grand risque que tu as pris dans ta vie, s'il y en a un, le plus grand risque que tu aurais pris dans ta vie? C'est difficile. Non, il y a tellement de choses qui me viennent en tête à ce moment-là précis que le plus grand risque, celui de choisir ma carrière. Ouais. Parce que la réussite n'était pas garantie. Les mouvements n'étaient pas forcément assurés, la progression non plus. Et donc finalement, le fait d'être reconnu pour pouvoir jouer de mon influence, parce que si je ne suis pas reconnu, je n'ai pas d'influence. C'est toujours, je ne veux pas avoir de l'influence pour avoir de la, enfin, tu vois, je veux pas être reconnu pour être reconnu par moi-même. C'est pas une question d'ego. Des fois, les gens pensent que c'est une question d'ego, pour être une question d'ego. Pas du tout ça. C'est juste c'est un moyen pour faire bouger les choses. Il faut avoir de l'influence. Donc, il faut être reconnu. Et si on n'est pas, donc le plus grand risque que j'ai pris, c'est de me mettre en situation de gagner la confiance des gens avec lesquels je travaille. Certaines fois, ça a marché. Certaines fois, ça n'a pas marché. Ok,
Ok, bah écoute, oui, le choix de sa carrière professionnelle, effectivement, peut être le plus grand risque qu'on ait pris. Et ben, en tous les cas, félicitations d'avoir pris ce risque, hein, et puis d'avoir pu évoluer et avoir la reconnaissance te permettant d'aller influencer des organisations à haut niveau de risque. De quoi est-ce que tu es le plus fier professionnellement et personnellement? Et où personnellement? Alors, professionnellement, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, mais je pense qu'il est vrai pour toute la communauté HSE. Et alors, moi particulièrement, je suis extrêmement fier de la façon dont nous avons mené la réponse à la crise Covid, chez Nexter en l'occurrence. Là, c'est ma plus grande fierté, en fait, parce que globalement, dans cette entreprise qui fait 4000 personnes avec des usines, il y a eu en tout et pour tout, je crois, 4 ou 5 jours d'arrêt, le temps de mettre en place des mesures de prévention, et ensuite, des gens courageux, à la fois du côté des préventeurs, des directeurs d'établissement, des lignes de supervision et les opérateurs sont venus travailler en confiance. C'est-à-dire que là, c'est ce dont je suis fier, en fait, ils nous ont fait confiance. Alors qu'on ne savait pas plus que les autres, mais globalement dans le fait que les décisions que nous prenions étaient les plus raisonnées et les plus raisonnables pour l'époque. Et là, moi, je tire mon chapeau à tous ces gens qui ont travaillé à mes côtés, pour moi, avec moi, les partenaires sociaux particulièrement. Je dois avouer, là, dans le groupe en question, on avait constitué un petit groupe d'une cellule de crise qui leur était réservée. Il y avait un représentant par organisation syndicale, expression libre, vis-à-vis des règles qui nous étaient proposées par les autorités sanitaires, par le gouvernement, avec des trucs qui changeaient tous les jours et des gens qui s'inquiétaient partout. Un chapeau bas, parce que finalement, voilà, tout ça, ça a permis d'obtenir une confiance suffisante pour que, alors que la peur régnait partout, et je crois qu'on peut quand même le dire, elle régnait vraiment partout au début, des gens viennent au travail et fassent leur travail. Il y a eu d'excellents résultats en matière de sécurité pendant cette période. Je crois qu'il y a un lien de cause à effet. À ce moment-là, la vigilance était très forte, de chez tout le monde, de tout, à l'excès sur certaines choses. C'est de toute évidence. Mais voilà, donc ça, je crois que ça restera dans ma carrière un moment déterminant. Et vraiment, je rends hommage à tous ceux qui étaient avec moi à ce moment-là, là autour dans ces cellules de crise, sur le terrain, parce que moi, je n'étais pas toujours sur le terrain, parce que j'étais au siège, et qui ont su faire ce qu'il fallait pour que collectivement, la chose soit maîtrisée, parce qu'on n'a pas eu plus, voilà, heureusement, à déplorer de cas exceptionnels, dramatiques dans cette question-là. Je vois que la notion de confiance est importante. Aussi, j'ai entendu à plusieurs reprises partenaires sociaux, confiance. Est-ce que tu penses que cette capacité à générer de la confiance fait partie du rôle de l'influenceur, de ce copilote, de créer ces conditions? Alors, c'est évident parce que l'influenceur, il cherche à faire admettre une idée qui est que la prévention, c'est le résultat d'une intelligence collective. Pas le résultat d'un homme, c'est pas le résultat d'un système. C'est pas des belles directives, ce ne sont pas des belles exigences claires, précises, bien écrites, bien dessinées, avec de belles affiches dans les usines ou je sais pas quoi, dans les bureaux, qui font le résultat. Le résultat, c'est l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, qui n'est pas d'intelligence artificielle, pas encore, elle deviendra. Elle est plus forte que l'intelligence artificielle actuellement, puisqu'elle sait s'auto-adapter en fait. Elle n'a pas besoin d'être nourrie. Et donc, oui, moi là, je suis clair que c'est une dimension essentielle, le collectif. Et donc, les partenaires sociaux, pour être très franc, j'en ai beaucoup parlé dans cet entretien parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où on n'était pas d'accord. Et je me souviens d'expériences dans lesquelles on était même carrément en désaccord. Mais c'est pas grave, finalement. On n'a pas obligé d'être d'accord sur tout. Par contre, une fois qu'on a pris une décision, ce que j'ai apprécié dans la plupart des cas, c'est que les partenaires de jeu, tous les partenaires, ont assumé la décision, même s'ils n'étaient pas nécessairement à l'origine.
Ça, c'est la force du collectif. C'est ce que je trouve intéressant dans le travail. Alors, on ne réussit pas toujours. Il y a des choses qui... Ok, bah écoute, j'adore cette expression, hein, la prévention est le résultat de l'intelligence collective, pas encore de l'intelligence artificielle, donc c'est excellent et c'est ce qui nous fait encore être humains. Est-ce que tu saurais partager à nos auditeurs un rituel qui te permet de préserver ta santé et ta sécurité, quelque chose que tu mets en place tous les jours pour toi garantir ta santé et ta sécurité? Nouveau, question piège, toc, 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 toc. Qu'est-ce que je vais répondre d'intelligent? Il n'y a pas de question piège, non, Vincent. non, tu as raison. En fait, ce que je fais ou que j'essaye de faire, c'est de me garder un moment pour moi-même. Parce que quand on est très engagé, tu le sais par expérience comme moi, il y a l'activité apparente et puis il y a l'activité interne. Et l'activité interne, elle ne s'arrête pas, elle simplement parce qu'on a décidé que l'activité apparente était terminée. Parce qu'il est 19h ou 18h, 19h ou je ne sais quelle heure, tout d'un coup, là, on ferait switch off, hop, on rentre à la maison et on pense à autre chose. C'est pas vrai, ça marche pas. Donc, ce que j'essaie de faire, ça aussi, c'est bien essayer, je te remercie de dire ça comme ça, pour préserver ma santé et ma sécurité, c'est d'essayer de trouver un temps où je ne fais pas. Je ne pense plus au boulot. Pour être plus efficace après, en y repensant. Et tu utilises une technique, quelque chose de particulier pour faire ce vide dans tes pensées comment tu t'y prends concrètement? Non, je n'ai pas de rituel particulièrement très défini, à part le fait de trouver opportun et de prendre le temps avec mes proches de ne pas parler travail. C'est une de mes techniques, en fait. C'est ce qui, des fois, frustre forcément mon alter ego, c'est que je ne lui dis pas tout, je ne lui en parle pas immédiatement, ou qu'on ne se parle pas des choses, et que, comme si ça semblait être secret. Non, c'est juste que c'est le moment où j'y suis pas. Voilà. Ça demande un effort. Parce que la tendance naturelle, c'est quand on rentre du boulot, c'est de parler du boulot. Quand on est engagé, quand on y trouve un certain intérêt. Quand on ne trouve pas d'intérêt, je pense qu'on facilement passe à autre chose. Mais... Voilà. Donc, mon rituel, voilà, si je dois le résumer, c'est faire l'effort de m'accorder et d'accorder à l'autre, les autres, ceux avec qui je vis, la gentillesse de ne pas leur parler de mon boulot. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que dans la famille partage, est-ce que tu pourrais aussi partager à nos éditeurs un ou des livres qui t'ont particulièrement influencé sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail? Je suis sec, non, en fait. Je suis très sec. Je crois que c'est un de mes points faibles, en fait. Je ne m'appuie pas beaucoup sur la lecture comparative de ce qui est rédigé dans le domaine théorique sur ces questions. Donc, non, je ne vais pas en citer. Évidemment, si, il faudrait que je cite le tien, parce que c'est un super bouquin, il est très bien écrit, etc. Mais non, dans la réalité, en fait, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir? Non. Il y a des tas de publications qui ont été pour moi indispensables. Hein. Il y a un socle documentaire qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. C'est tout ce que l'on trouve à l'INRS, hein, toute la documentation. Ouais. Tu vois, c'est ouais. Là. Bah, c'est important, c'est bien. Ce sont des sources, c'est les fondamentaux. Hein. On s'est tous basés au début de notre carrière là-dessus, au moins. Et même peut-être encore maintenant. Hein. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de choses qui sont mises par l'INRS. Et effectivement, non, je pense que c'est bien que tu puisses les citer. C'est important. Voilà, après, il y a encore sur mon bureau, et de temps en temps, je vais chercher dedans des informations quand j'ai besoin de me ressourcer. Le guide de management que j'avais récupéré quand, au début de ma carrière, j'ai fait partie des opérations d'acculturation avec Dupont de Nemours, donc il y avait un guide pour les managers, donc je vais de temps en temps y chercher des choses. Je vais chercher encore des éléments structurants dans le système de management du groupe Alcan, qui à l'époque aussi pour moi avait été une révélation, hein, quand j'ai quitté Péchinet
est passé à l'intérieur de ce groupe, c'était pour moi, dans mon domaine, c'est une révélation. Il y avait un système pensé, organisé, très structuré, très précis, qui m'a aidé à faire des grands progrès, parce que je pouvais m'appuyer dessus vis-à-vis du management. Voilà, ce sont les documents auxquels je pourrais faire référence encore aujourd'hui. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent. Si nos auditeurs voulaient te joindre, comment ils peuvent te contacter? Par le profil LinkedIn, il suffit de se mettre en contact. Je ferai la politesse de répondre. Je ferai de mon mieux, en tous les cas. C'est-à-dire la politesse, et je me ferai obligation de répondre dans un temps qui soit raisonnable. Super. Bah, écoute, Vincent, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou partager à nos auditeurs? Non, c'est la période des festivités, la fin de l'année. Donc, à toi, David, il y a plus de tous ceux qui vont écouter ce post, s'il est écouté. Peut-être que ça arrivera après Noël et le jour de l'an, mais peu importe. Tous mes vœux en matière de conduite d'une démarche en prévention, santé, sécurité. Et puis à toi, David, évidemment, dans le cadre de ton job, un succès bien mérité, un succès le plus fort possible. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Vincent. À toi aussi, de belles fêtes de fin d'année, une excellente année 2025, une excellente prise de position, et puis une belle transformation à venir pour la société que tu viens de rejoindre. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as donné, Vincent, et je te remercie du fond du cœur, et je te dis à l'année prochaine maintenant. Et c'est ça, David, avec grand plaisir, et tous. L'année prochaine pour une version 2. Allez, ciao. Ciao, David.